Ah, elle est belle cette lettre, hein, Michel. Ah oui, c'est un marin de Saint-Valéry qui s'appelait Émile Lamidel, dit Mignon, qui fut un grand artiste et qui faisait ses formes grandioses en bois, en balsa. Ah, elle est magnifique. Elle est très naturelle. C'est une belle avec une pièce. très belle attitude. Très belle Oui, attitude. c'est vrai, c'est une des plus belles pièces que nous avons possédées. Tu sais depuis combien de temps Ah oui, qu'elle est là? oui, celle-ci elle a été faite dans les années, sûrement après-guerre, ça veut dire les années 50. Hein. C'est très difficile parce qu'Émile Lamidel on a sculpté avant la guerre, après la guerre, alors il n'a jamais rien Attention, marqué. on a affaire à Ah, un non, spécialiste. un grand là. connaisseur, oui. Bon, Michel, Pensez. en parlant des années 50-60, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter qui pourrait ravir et faire réfléchir nos amis hutiers qui sont experts et qui peuvent apprendre peut-être quelque chose? Oui, tout simplement, tout jeune chasseur, et c'est assez loin. C'est pas dans une autre vie, mais c'est loin. C'est pas aussi vieux que cette blague. Ah non, si, il n'y avait pas d'applants plastiques. Ah, Les applants plastiques sont apparus qu'en 62, 63, et c'est un ami, un monsieur, m'invite à la hutte en baie pour la première fois de ma vie, donc c'était vraiment un baptême. J'ai traversé la baie pour une première fois la nuit en plus, parce qu'on arrivait de nuit, on était voilà, dans le commerce, moi apprenti armurier et lui. Bon. Et nous allions rejoindre sa hutte qui se trouve toujours au baie de Somme et toujours côté nord. Et arrivé à 150-200 mètres derrière la hutte, il faisait un clair de lune, il faisait calme, clair. À sa grande surprise, il y avait quelqu'un à la hutte. Il n'y avait pas d'acane, il n'y avait qu'une dizaine de blettes. Forme en bois. Il est arrêté, il ne comprend pas, c'est sa hutte, il n'a pas donné la nuit à personne et il y a quelqu'un. Bon, alors on arrive à la hutte, on tape ce qu'on appelle le capot. C'est le berger de la baie de Somme à qui il a confié la clé par mauvais temps pour se cacher des intempéries. Donc tout va bien, c'est le berger, c'est pas... Non. Alors le berger est là et avec son fusil, et je me rappelle, il y avait peut-être moins de 10 appelants en bout. Et le berger, il était 21h environ, nous dit oh, j'ai la chance, regardez, dans le fond de la hutte, il y avait déjà une dizaine de becs plats de tout. Sans appelant vivant, marre d'huile, marre morte, mais il avait cette réussite. Donc ce brave homme s'excuse et s'en va. Il prend ses clics et ses il n'a pas le choix. Il reprend ses canards? Non, il n'y a pas de canard. Non, il reprend ses... Non, les blancs, non, c'est celles de la hutte. Il prend les canards qu'il a tués. Ah oui, pour son gibier, ce qui est normal. Et le voilà parti, et cet ami me dit enfin tout ça, moi j'étais tout gosse, j'étais tout jeune. Oh non, j'ai des cannes qui plaisent au gibier, j'ai mis mes bonnes cannes. Ouais, Mathieu, te veux dire j'ai des cannes. Il a attaché ses chanteuses au bout de la mare, j'ouvrais les yeux, les deux plus grands que je découvrais la hutte. Donc il attache ses appelants, il met son court-cris, son 3/4 de cris, son demi-cris, ses chanteuses, et nous voilà à la hutte. Et on a eu, c'est vrai, ça forçait, ça devait poser. Mais pas une seule pause, bredouille. Pas une seule pause. Bredouille. Bon, ça avec le recul, et c'est loin, c'était déjà une première confirmation que c'était son erreur à lui, de mettre des canards qui chantaient. Et la deuxième, qui est beaucoup plus flagrante, va m'arriver lors d'une réouverture de chasse. T'as une autre histoire dans le même genre. Mais alors celle-là, elle est encore plus terrible. Ça se passe en Béthouge. Là, c'est à ma hutte, c'est la hutte que la 119, pour vous donner le numéro. Un numéro, la 119. C'est un janvier, la chasse avait été fermée, ce qui est un cas un peu particulier, la chasse avait été fermée pendant une dizaine de nuits, facile, peut-être 15. Il faisait assez froid, il y avait de la neige, mais la mare était en eau, ce qui nous sauvait. Ouais, d'accord. Je vais rejoindre un ami libre, lui, d'arriver de bonne heure, parce que moi, avec mes occupations professionnelles de commerçant et d'armurier, je ne pouvais arriver qu'à plus de 20 heures. Et quand j'arrive à la hutte, il m'annonce qu'il passe des siffleurs sur la mare et qu'il ne passe pas. Mince. Il les a même vus au clair de lune bien passer. Ah oui, c'était clair de lune. Ah oui, clair de lune, neige. Neige autour de la mare. Envoyé comme en plein jour. Une mare dite d'huile. Pas de vent. Pas une miette de vent. Un temps calme. Les chanteuses de tous les mares autour. Un concert incroyable. Ah bah oui, ça je... Donc,
ce jeune ami débutant, lui, me dit ça ne pose pas. Je comprends pas. J'ai entendu siffler les céouagnes, bon mot aussi du coin, que dire canard siffleur, en bordure en face, et ça ne pose pas. Bon, j'avoue que je m'installe, tout ça au bout de 10 minutes, les visées ouvertes, je comprends que c'est pas la peine. Je sors, je remets mes cuissards, je sors, j'enlève tous les canards. Tous les colverts. Tous les colverts, j'enlève tout. Je laisse mon canard siffleur unique. Barabas. Le Barabas qui était seul à l'époque, le célèbre Barabas qui était seul à l'époque devant la hutte. Et encore, un seul gibier. Et les trentaines de formes en plastique, non, en plastique. Ça n'a pas duré longtemps. Le bande de siffleurs hésite, tourne, prêt à patte à l'eau, repartent. Je dis à ce jeune chasseur, ils ont peur des appelants plastiques qui brillent à la lune. Je les retire. Son étonnement. Il dit non, mais c'est plus la hutte. C'est plus la hutte. Je dis, écoute Mathieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, écoute, je fais comme j'ai envie, je vais retirer les. Alors, nous arrivons à avoir une mare de 8000 mètres carrés avec un seul oiseau sur l'eau, sur son plateau. Un seul au milieu. Il est déjà le brave Barabas. Pas loin de 11h du soir. Et nous sommes toujours bredouilles. Et ça tire très peu. Et là, ça ne va pas durer longtemps. Moins de 5-6 minutes après que je suis rentré dans la hutte, il y avait déjà une bande de siffleurs qui était posée devant la hutte tranquille. Mince. C'est le commencement. Et là, ça va être un festival que je n'ai connu qu'une seule fois dans ma hutte et dans ma vie de huttier. Combien de pauses? Oh, c'est loin, mais beaucoup. Ces pauses étaient encore des pauses avec des ressorts sous les pattes. Ça veut dire qu'ils ne tenaient pas, donc on ne tirait pas chaque fois. Mais j'ai estimé une quarantaine de pauses de gibier dans toute la nuit. Des grosses bandes? Le tout. Mais souvent, oui. Rarement moins de 3. Mais des grosses bandes. Et ils avaient quand même une méfiance extraordinaire parce qu'ils se renvolaient très vite. Ils ne tenaient pas. Enfin, après avoir tiré plusieurs fois d'eux, donc ce jeune a tiré plusieurs fois avant moi, enfin bon, ça fait partie du jeu. Nous avons arrêté de tirer à 3-4 heures du matin, parce que déjà à l'époque j'ai dit stop. Stop. Le mot PMAX n'existait pas, mais j'ai dit stop, parce que là franchement, les voisins le lendemain matin n'avaient rien compris, parce qu'ils étaient d'une rage épouvantable après nous, pensant qu'on avait tiré pour rien toute la nuit. Quand ils ont vu ce tableau bien lissé, bien étalé au fond de la hutte, là j'ai dit, le fait d'avoir retiré et les appelants et les blettes, c'est mauvais. Je serais bredouille, j'aurais fait comme 3-4 pièces. Le seul à tirer dans la nuit, ça a été vous. Quasiment. Avec un seul siffleur sur la mare. Et rien d'autre. Pas très clair, comme en plein jour. Non. Gibier méfiant. Mais finalement, c'est quoi la morale de l'histoire? Oui, mais là, il y a une explication un peu particulière, c'est que ces oiseaux étaient là depuis une quinzaine de nuits dans la baie, sans être chassés. Ouais. Sans appelant vivant. Souvent, pas de blettes, parce que beaucoup de huttiers embêtent ça pour l'histoire des vols d'appelants. Ils ne laissaient pas leurs blettes. Comme nous, on les retirait à chaque fois. Nous, le matin, nous repartions avec la mare sans un seul, pour éviter le vol. Bon. Et d'une nuit à l'autre, tout le monde met des dizaines de blettes plastiques, des cannes les meilleures du monde qui chantent très bien, et un clair de lune qui fait briller les blettes et qui les cannes hurlent. Ces gibiers ils ne posent plus dans les mares, ils restent au bord de l'eau. Donc ça veut dire quoi? La morale, c'est que les canards, les siffleurs, mais je pense que c'est la même chose pour toutes les espèces. Oui, les colverts sont les plus méfiants. Peuvent avoir peur des blettes et peuvent avoir peur du champ. Et il faut finalement jamais hésiter à enlever des blettes, à enlever du champ, au lieu de remettre des blettes et au lieu de remettre du champ quand ça ne marche pas. Donc je veux dire, il faut agir avec discernement, parce qu'effectivement, chaque situation a sa particularité, mais l'histoire de Michel, elle est vachement intéressante. C'est-à-dire que le jour où vous voyez que le gibier ne pose pas, ou avec difficulté, ou se renvole tout de suite, qu'il est très méfiant, au lieu de rajouter des choses, enlever du champ, enlever des blettes. Voilà. C'est ça la morale. Voilà. Sur les colverts ultra méfiants, là nous retournons au marais, toujours où mon père était garde à cette hutte, entre Abbeville et la mer.
avec le recul, les nuits, les très bonnes nuits à Colvert, c'est les nuits où les cannes ne valaient rien, c'est-à-dire ces mauvaises cannes ne disaient pas un mot, elles avaient trop mangé avant d'être... Parce que c'est aussi de donner à manger à ses appelants une demi-heure avant de partir à la hutte, tout le monde le sait que c'est une erreur quand il faut qu'elle chante, mais ça peut être un avantage considérable si on veut qu'elle soit pas trop bruyante, parce qu'elle a le temps de digérer. Donc, vous voyez, c'est toute une... Mais temps calme, surtout clair de lune comme en plein jour, soyez prudents pour le chant. Donc, finalement, tes meilleures nuits, Michel, ton expérience de 60 ans, là, tes meilleures nuits. Que les nuits où mes canards n'ont pas voulu chanter, ou j'en mettais pas. Ça, je suis formel. Si je fais l'inventaire de toutes les grosses nuits, j'ai eu la chance de connaître des nuits exceptionnelles, au Marais et en baie, ça a toujours été quasiment les nuits où je retirais le chant, il y a une parenthèse, c'est qu'à l'époque, on ne mettait que 25 blettes. Pas alors, comme maintenant. Ça me rappelle, j'ai mangé la semaine dernière avec un huitier chevronné aussi, et je lui parlais de ça. Et il me dit, tiens, moi c'est bizarre, la plus belle nuit que j'ai jamais faite, c'était l'année où on pouvait pas atteler, à cause de la grippe aviaire. Bien sûr. Comme quoi? L'année où on n'avait plus le droit d'attacher des appelants vivants parce qu'il y avait une réglementation ô combien réfléchie, les oies ont souffert dans notre région. Parce que les oies ont compris que appelant vivant, canne égale homme. Voilà. Les nuits où il y a des oies, c'est un choix. On ne met pas le Colvert quand il y a des oies. Faites ce que vous voulez, mais ça c'est impératif. Ça c'est un conseil, c'est un conseil important. Les oies, c'est un oiseau extrêmement évolué, puisqu'ils ont une vie sociale très évoluée. Ils ont tout de suite déjà compris que appelant Colvert, donc danger homme, enfin que je m'entends, et que l'année où on nous a interdit les appelants par un règlement, les oies ont beaucoup plus souffert de la présence les résultats dans le Hable d'Aude, qui est un grand marais là tenant à Cailleux-sur-Mer. Les résultats d'oies ont été incomparables et ils se posaient des questions. Je leur disais, c'est parce que vous n'avez pas mis d'appelant. Ah non. On s'interdit de mettre des appelants. Bon, alors, c'est peut-être un petit peu provocateur ce qu'on dit, mais l'expérience montre que ça peut marcher et effectivement ça marche.